et au beau milieu de la forêt, vous avez votre voiture de chasse. Vous avez garé votre voiture de chasse à 150 mètres d'un animal qu'on appelle le lion, qu'on appelle le roi de la forêt. Vous avez un fusil et dans votre fusil, il n'y a qu'une seule balle. Vous avez levé votre fusil, le lion est en train de dormir, il est à 100 mètres de vous. Votre voiture de chasse est à 150 mètres de vous. Vous n'avez qu'une seule balle. Vous avez levé votre fusil, vous l'avez pointé sur l'animal, vous avez tiré et vous avez loupé l'animal. L'animal se réveille et en se réveillant, il se dirige vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez tenté de l'assassiner. Et là, lorsque l'animal se dirige vers vous, vous n'avez pas, justement, vous n'avez pas de refuge. Votre voiture de chasse est à 150 mètres de vous. Il n'y a personne pour venir à votre secours. Il n'y avait qu'une seule balle dans votre pistolet, dans votre fusil. Vous l'avez utilisé et donc il n'y a pas d'arbre sur lequel vous pouvez grimper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez un problème, vous avez une difficulté et par rapport à cette difficulté-là, vous êtes en train de vous poser des questions pour retrouver des solutions. C'est pourquoi Martin Heidegger dit qu'aucune question métaphysique ne peut être questionnée sans que le questionnant comme tel ne soit compris dans la question, c'est-à-dire dans cette question, c'est nous qui questionnons ici et maintenant, et pour nous, ça signifie que nous nous posons des questions philosophiques et métaphysiques que dans ces conditions-là. Et Jean-Jacques Rousseau dit que la société a existé pour la première fois lorsqu'un individu a enclos une parcelle parce qu'il y a eu des problèmes en disant ceci est à moi. Celui qui dit ceci est à moi, il est le fondateur de la société et en tant que fondateur de la société, il va donc donner du coup la possibilité à l'émergence de ce qu'on appelle les normes de la société. Et quand on parle des normes, Rousseau va fermer complètement le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes et il va écrire un autre ouvrage qui va prendre en charge la question des normes, la question des lois, la question justement du permis et de l'interdit dans la société. C'est pourquoi Rousseau écrit le contrat social. Et lorsque vous lisez le contrat social, dans les premières pages, Rousseau dit, je veux chercher si dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration justes et légitimes en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Je tâcherai par cet effort d'allier ce que l'intérêt permet avec ce que le droit prescrit afin que la justice et l'équité ne se trouvent point divisées. J'entre en matière sans prouver le but de mon ouvrage. On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non, car si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire. Je le ferai ou je me tairai. C'est pourquoi maître Rousseau dans le contrat social dit, par le contrat social, j'entends trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, en sorte que chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste libre auparavant. Et donc, c'est en ces termes-là que Rousseau donc, en arrive à son postulat. Le postulat selon lequel donc l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui l'a dépravé. L'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui l'a dépravé, car à l'état de nature, donc la nature humaine était bordurée par cette triptyque nourriture, femelle, repos. Pourquoi nourriture, femelle, repos? Cette triptyque-là signifie que l'homme il est d'abord un être qui essaie de satisfaire des besoins biologiques. Mais c'est une fois qu'on entre dans la société, c'est une fois qu'on entre dans le milieu social et dans la vie communautaire que la nature humaine va être pervertie. C'est pourquoi Rousseau va faire recours au mythe du dieu Glaucos. Rousseau dit donc que la nature humaine a été dépravée et pervertie. L'homme, il ressemble à la statue du dieu Glaucus que les intempéries de la mer ont défiguré au point qu'il ressemble plus aujourd'hui à un homme, plus qu'il ressemble aujourd'hui à une bête qu'à un dieu. Donc la nature humaine a été dépravée. C'est dans le milieu social qu'on a acquis la méchanceté. C'est dans le milieu social qu'on a acquis des sentiments de jalousie, les sentiments d'envie. C'est donc le milieu social, c'est donc autrui qui nous a pervertis, qui nous a dépravés. Là où donc le prédécesseur de Rousseau, Thomas Hobbes, lui, son postulat de départ, donc faisait dire tout ceci, que l'homme, il est naturellement méchant. Il est naturellement méchant, mais c'est dans le milieu social, par la contrainte, par la punition et par la répression, qu'il faudra apprendre l'homme à se soumettre aux règles, à se soumettre aux lois. C'est pourquoi ce sont les lois, ce sont les normes qui définissent le contexte dans lequel l'homme pourra donc discipliner ses instincts, l'homme pourra discipliner ses désirs, l'homme pourra discipliner donc sa nature animale, son bellicisme et sa violence. C'est pourquoi donc le contrat social de Hobbes, qui s'inscrit donc dans son livre qu'on appelle le Léviathan, parce que chez Rousseau, quand il parle de contrat social, on peut dire que chez Hobbes, son contrat social à lui, entre guillemets, est le Léviathan. Et par le Léviathan, Hobbes dit
qu'il faut qu'on trouve quelqu'un à qui on va confier toute la force commune, il faut qu'on trouve quelqu'un à qui on va confier donc le pouvoir de sanction et le pouvoir de répression, afin qu'il exerce une domination suffisamment forte sur les sujets pour les contraindre à obéir. De sorte que l'obéissance c'est quoi? L'obéissance c'est une attitude conformiste qu'on adopte vis-à-vis de la norme, parce que la norme à son tour, qu'est-ce qu'elle définit? La norme, elle définit ce qui est normal de ce qui est anormal. De sorte que dans son étymologie même, le mot norme vient du latin normaliste. Et quand on dit normaliste, on dit tout simplement... de la norme, M. Sow, je vais vous arracher encore la parole. Je vais vous lier la langue. Je vais justement vous épingler un peu les lèvres pour quelques minutes. Quand Hobbes dit que l'homme est naturellement méchant, moi je suis d'accord avec Hobbes que l'homme est méchant. L'homme est méchant. Pourquoi l'homme est méchant? L'homme est méchant dans son comportement le plus banal. L'homme est méchant dans son comportement le plus habituel. L'homme est méchant même dans son jeu. L'homme est vraiment méchant. Et ce qui prouve que l'homme est méchant, je vous donne des exemples. Prenez le cas d'un film. Quand vous regardez un film de cinéma, lorsque dans le film il n'y a pas de violence, lorsque dans le film il n'y a pas de... Cette méchanceté, excusez-moi, est-ce que cette méchanceté est due à la société ou bien due à l'individu? Qu'est-ce qu'on entend par individu? C'est ce qui est indivisible. Qu'est-ce qu'on entend par individu? C'est ce qu'on ne peut pas diviser. Vous prenez une motte de sable, vous la divisez, vous avez 2 mottes de sable. Mais si vous prenez le professeur de philosophie que je suis, M. Diouf, si vous me divisez, qu'est-ce que vous allez avoir? Oui, et là, pour parler même de l'individu, il faut dire que la méchanceté, elle est logée au cœur de l'individu. L'individuellement, l'homme vient avec les principes de la méchanceté. J'étais en train d'argumenter cela avec Hobbes. J'étais en train de donner des exemples. Vous prenez le cas d'un film de cinéma. Je dis que si dans le film, on ne voit pas la violence, si dans le film, on ne voit pas le sang, si dans le film, on ne voit pas des actions brutales, on dira que le film n'est pas agréable. Et un autre exemple, maître. Et un autre exemple, beaucoup plus proche de chez nous. La lutte. La lutte. Mais dans la lutte, quand vous voyez qu'on déshabille, entre guillemets, deux grands gaillards, et poncals comme on les appelle. Et non seulement on ne se limite pas à ce déshabillage-là, mais on leur donne beaucoup d'argent. On leur donne des centaines de millions pour qu'ils se tapent, pour qu'ils se donnent des coups de poing. Masek, s'il vous plaît, Jean-Paul Sartre nous dit que toute absence est vraie. L'absence est vraie. C'est-à-dire, si devant un film, nous avons envie de voir de la violence, du sang, de l'alcool, de la drogue ou autre, peut-être que c'est absent dans notre quotidien, et dû à cette absence, on a envie de le voir d'une façon transfigurée par le 7e art qu'on appelle le cinéma. Mais le problème, c'est qu'au fond, ce qui prouve qu'il y a une méchanceté, c'est que quand les gens regardent un film de cinéma dans lequel il y a la violence, quand il y a ces actions de violence-là dans une salle de cinéma, les gens vont applaudir. Les gens vont applaudir. Parce que c'est le ça qui parle. Et en parlant du ça, il est temps que nous parlons de la conscience et de l'inconscient. Et est-ce que le ça, d'une certaine manière, n'est pas une manifestation de la violence? Puisque le ça, défini par Freud comme le siège des pulsions, le siège des impulsions, des désirs, est-ce que ici, et pour confirmer, maître, ce que vous dites de la méchanceté intrinsèque de l'homme, regardez la méchanceté du bébé. Le bébé qu'on croit innocent. Mais regardez le bébé quand il prend qui est tranquillement assis sur les jambes de sa mère. Le bébé qui prend le sein et qui tète. Et quand il atteint l'extase, quand il atteint l'orgasme de la succion, il va fait le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il mord le sein de sa mère. Et puis pour montrer qu'il est content après avoir mordu, regardez le sourire du bébé. Ça prouve que vraiment l'homme est naturellement méchant. Et cette violence se prouve dans les jeux les plus enfantins. Dans les jeux d'enfants, c'est les langabouri, c'est les mboutimai. Et on dit mbouti mbay lo réré bi céré gëssam ak dogu yap mom la réré ji. Et là dans le mbouti mbay qui est véritablement un moment de démonstration de la violence dans l'innocence, ça prouve que peut-être Hobbes a raison de dire que l'homme est naturellement méchant. Et je ne pouvais pas ne pas vous arrêter quand on parle véritablement de la méchanceté. Et j'ai envie de poser la question, maître. Rousseau
l'homme est naturellement bon. Hobbes, l'homme est naturellement méchant. Mais qui de Hobbes ou de Rousseau a raison ou a tort? Parce que nous sommes à la fois une animalité et une humanité. Nous sommes une animalité parce que nous avons des pulsions, nous avons des désirs, nous avons des passions que nous devons extérioriser. Alors, quand vous demandez qui a raison, personne n'a raison, parce que tout le monde a tort. Et voilà pourquoi. Tout le monde a tort. Parce que, comme il a dit, l'homme est une dualité. Ouais. Écoutez ce que dit le Coran. Écoutez ce que dit le Coran pour donner raison à la fois à Hobbes et à Rousseau en même temps. Nous avons mis dans l'âme de l'homme le bien et le mal. Rousseau n'a vu que le bien, Hobbes n'a vu que le mal. Ouais. Écoutez ce que dit Diderot au XVIIIe siècle. Dire que l'homme est composé de force et de faiblesse, de lumière et de grandeur, de petitesse et de lumière et d'aveuglement, de petitesse et de grandeur, ce n'est pas faire son procès, c'est le définir. Écoutez ce que écrit Mariam dans une si longue lettre. L'homme est un. Grandeur et animalité confondues, aucun geste de sa part n'est de pur idéal, aucun geste de sa part n'est de pure bestialité. Et écoutez ce que conclut Pascal, l'homme n'est ni ange, ni bête, et le malheur veut que qui fait l'âge la bête. Donc personne n'a raison, tout le monde a tort. Et ça met dans le problème de la conscience et de l'inconscient. Ça me rappelle Maître Sanoussi. Quand j'ai posé la question, la réponse d'un de mes élèves, Boubacar Faye, je ne l'oublierai pas. Il me dit, monsieur, je crois que Rousseau a raison de dire que l'homme est naturellement bon. Je dis à Boubacar, mais est-ce que Hitler est bon? Est-ce que Ben Laden est bon? Est-ce que Saddam Hussein qui a gazé les Kurdes, est-ce qu'il est bon? Il me dit non, ils ne sont pas du tout bons. Une autre réplique me disait donc, monsieur, il faut arriver à la conclusion de Hobbes. L'homme est naturellement méchant. Je lui dis, le prophète de l'islam n'est pas méchant, le Christ n'est pas méchant, Serigne Touba n'est pas méchant, Sid Hadj Malik n'est pas méchant, Mère Teresa n'est pas méchante. Alors, dire que l'homme est naturellement bon ou naturellement mauvais, c'est poser qu'il existe en l'homme une nature. Alors, si on dit qu'il existe en l'homme une nature, de ce point de vue, on peut considérer qu'il n'y a pas une liberté chez l'homme. Alors que l'homme, c'est un être qui est doué de conscience et qui a donc le pouvoir de choisir. D'accord? Donc c'est une liberté. Parce que si on admet justement avec mon collègue Colli l'hypothèse de l'inconscient, est-ce que le jugement dernier aura un sens? On peut bel et bien se poser la question. Responsabilité de l'homme. Ouais. Alors là, vous me donnez envie de définir la conscience. Qu'est-ce qu'on entend par conscience? Ça signifie étymologiquement conscientia, c'est-à-dire accompagné de savoir. Qu'est-ce qu'on entend par accompagné de savoir? Cela veut dire que même si je parle, je sais que je parle. Même si je respire, je sais que je respire. Et là, c'est depuis Socrate. Parce que si on se réfère à Socrate, il déclare connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire, il faut d'abord se connaître, essayer de se connaître, tourner la réflexion sur soi et après prétendre connaître ce qui vous entoure. Et là, Socrate a opéré complètement une rupture avec les présocratiques qui s'intéressaient à la nature. Alors, s'il y a rupture, est-ce qu'on ne pourrait pas, à partir de ce moment, considérer que, donc, il n'y a pas une nature humaine parce que Socrate aurait pu, justement, suivre les présocratiques, justement, dans leur quête, justement, de l'élément, du principe explicatif de la nature, mais il ne l'a pas fait. Il va instaurer une rupture que je pourrais appeler paradigmatique ou bien épistémologique pour parler dans le langage de Bachelard. Et donc, à partir de cet instant, on voit que donc, il y a ce pouvoir de choisir qui est là et que donc, on peut, à tout point de vue, considérer que l'homme est une liberté. Et c'est ça la liberté, la capacité de choisir, et la liberté aussi relève de la conscience. Pour être libre, il faut avoir la conscience. Et la conscience, c'est quoi? C'est la raison. Et c'est la raison qui nous permet de distinguer le bien et le mal. C'est la raison qui est intériorité. Et cette intériorité se manifeste comment? Par notre comportement extérieur.
Mais est-ce que nous sommes toujours libres? Parce qu'il y a l'extériorité qui peut déterminer notre intériorité. Alors, c'est vrai, comme le dit Emmanuel Kant, Kant dit que, en fait, on ne peut pas poser un acte gratuit. Acte gratuit au sens donc d'un acte qui n'est pas déterminé. Parce que quand on parle justement de la liberté, on entend souvent par ce mot une absence de contrainte. Autrement dit, on considère que l'homme est libre à partir du moment où il pose des actes qui émanent de sa volonté. D'accord? Mais est-ce que si on admet l'hypothèse de l'inconscient, est-ce que on peut considérer que l'homme est libre? Ça pose problème à tout point de vue. Alors, il y a Emmanuel Kant qui a donné une réponse à cette question. Kant dit que quand quelqu'un vole, il a toujours une raison qui l'a poussé à voler. Mais Kant dit quand on le prend, on ne l'innocente pas, on le bastonne. Pourquoi on le bastonne? Parce qu'on considère qu'il y a des gens qui se trouvent dans la même situation que lui et qui ne volent pas. Donc, de ce point de vue, il a choisi librement de voler comme il aurait pu choisir de ne pas voler. Donc, de ce point de vue, on Professeur, on ne choisit jamais. On est toujours motivé par des choses inconscientes. Ça peut être le ça. Et là, véritablement, on ne pourra jamais être libre. Parce que le grand Freud nous dit que nous sommes tiraillés par deux choses, ou bien même trois. Il dit, il y a d'abord le ça, qui est l'ensemble des pulsions, l'ensemble des désirs, l'ensemble des passions qui déterminent notre existence. Il y a également le surmoi. Le surmoi, c'est quoi? C'est le gendarme. C'est cette voix intérieure qui nous dit ne fais pas ça. Le surmoi, c'est quoi? C'est l'éducation. Le surmoi, c'est quoi? C'est la censure. C'est ce qui vous dit à chaque fois, non, vous ne devez pas faire ça. Mais il y a également quoi? Il y a le monde extérieur. Et le monde extérieur, lorsqu'il vous regarde, vous êtes déjà une chose transcendée. Et c'est là ce que Sartre dit, devant le regard, je suis une transcendance transcendée. Lorsque autrui me regarde, je ne suis plus une personne, mais je suis une chose. Alors, et là, on ne pourra jamais être libre. Alors je vous arrête un instant. Je vous arrête un instant. Attention, professeur. Pourquoi vous dites le grand Freud alors qu'il nous rappelle tellement notre petitesse? Oui, en nous rappelant notre petitesse,